Le Conseil national de transition canal historique présente La France libre. Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30, La France libre. La Constitution et la République sont détruites depuis 2008 suite à la violation du référendum de 2005. Dès lors, les Français sont opprimés, trompés et rançonnés. Le CNT français Canal Historique est désormais la seule autorité publique permettant au peuple de France d'exercer sa souveraineté inaliénable conformément au droit français et international. C'est un organe de droit international déclaré à l'ONU en 2015, puis en 2021. On rappelle, depuis 2018, de nombreuses mesures dites sanitaires ont été imposées sans preuve scientifique de leur efficacité ou de leur innocuité. Elles constituent des expériences médicales ou scientifiques interdites par le droit international. Il s'agit de crimes contre l'humanité. Prenons conscience que toute personne qui imposerait à nouveau à nos enfants ou à nos proches le masque, des inoculations, des restrictions de liberté, ou qui nous menacerait d'amende, de prison, ou de nous suspendre de rémunération pour non-respect d'une mesure Covid ou vaccinale, commettrait à nouveau un crime contre l'humanité. Il en est de même pour toutes les restrictions de liberté concernant le droit de propriété ou fondées sur le prétendu changement climatique. Pour connaître nos droits et les faire valoir, informons-nous sur conseilnational.fr. Lundi 15 janvier 2024, nous sommes au rendez-vous. Nous, c'est le Conseil national de transition français, Canal historique, et le rendez-vous, La France libre, une émission où il n'y a pas de filtre verbal. Et ce soir, nous avons l'honneur d'avoir deux personnes d'exception. Tout d'abord, Ariane, qui est exceptionnellement avec nous ce soir, et Iota également. Et puis sinon, vous connaissez Philippe et Bruno. Bonsoir à vous, messieurs, dames. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir Ariane. Alors, on est dans un format un petit peu différent de l'habitude, donc je vais faire un peu le monsieur loyal ou l'animateur. Je vais d'abord remercier Ariane, dire qu'elle est rappelée tout ce qu'elle est. Elle est beaucoup de choses. Elle est normalienne de la rue d'Ulm, philosophe, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, et ça l'a conduit tout naturellement à être conférencière également. Voilà, et elle a son dernier ouvrage que je vous montre, Psychopathologie du totalitarisme, qui a suivi le précédent ouvrage, évidemment, Le débat interdit, qui parle beaucoup du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, sujet qui nous intéresse hautement au sein du CNTFCH et pour lequel Ariane répond à un certain nombre de questions, malheureusement souvent difficiles, et on va y revenir. Donc, je voudrais également présenter donc Iota, qui est une habituée un petit peu de nos écrans, qui elle fait toujours une brillante carrière de styliste. Alors ça nous éloigne un petit peu de la Grèce antique, quoique, puisque Iota est grecque d'origine dans sa famille. Elle a appris le français à l'école parce qu'elle a vécu en Belgique. Et elle a travaillé à travers le monde en tant que styliste en Europe et aux États-Unis également. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude du travail sérieux. Et lorsqu'elle a lu la version en grec moderne de Monsieur Christos Rigas, qui a écrit ce fameux livre qu'on va citer, qui est La démocratie assassinée d'Ephialtis. On va revenir sur le mot d'Ephialtis. Eh bien, elle en a eu un choc et elle a décidé de se renseigner, de s'informer, de devenir quasi experte aujourd'hui, on peut le dire comme ça, de cette période de la démocratie à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. On verra les dates et on verra pourquoi ces dates d'ailleurs. Voilà. Voilà, j'ai oublié quelque chose ou pas, je ne sais pas. On peut démarrer. De toute manière, s'il y a des informations complémentaires, on les fournira au fur et à mesure des questions qui se posent. Voilà. Donc, je vais d'abord donner la parole à Ariane, qui a bien voulu prendre connaissance du livre dans un temps record, et je le remercie pour ça, et dire quel est son sentiment. Elle qui est entre autres choses, je l'ai dit tout à l'heure, mais elle est également une spécialiste de la période grecque antique. Elle est helléniste, puisque je me souviens l'avoir entendue sur ce point dans une interview où elle expliquait qu'elle avait pris le grec ancien comme option, mais qu'en fait c'était pas une option, c'était carrément une autre civilisation. Je me souviens de ces termes. Ça c'est des choses importantes. Donc on est entre spécialistes et experts. Alors, je ne sais pas si les termes sont officiels, s'ils sont bien répartis, mais il faut faire la différence entre effectivement une expertise qui vient de son propre travail en solitaire, si je puis dire, d'une expertise qui vient tout simplement du formalisme ou de la norme apprise à l'école normale, dont c'est la règle de faire des normes, j'imagine.
et en particulier sur la manière de voir le monde antique grec et ce qu'il représente pour notre civilisation. Donc, je vous laisse la parole désormais pour nous dire un petit peu votre ressenti par rapport au livre qu'a traduit donc Iota en français, puisque ce livre n'est paru à cette heure-là qu'en grec et maintenant désormais en français. Donc, vous avez un des premiers exemplaires en main, Ariane. À vous de nous en dire plus. Ben, je vous remercie déjà de m'inviter pour partager en fait cette merveille, ce travail à la fois de l'auteur et de la traductrice ici. J'ai appris énormément de choses en étant pourtant effectivement assez au fait de cette période et notamment sur cette réhabilitation de la démocratie. J'ai été très intéressée par exemple on en reparlera certainement tout à l'heure, mais par l'idée qu'il faut garder les noms d'origine, qu'il y a une espèce de trafic sur les noms d'origine entre Aristote, Aristoteles par exemple. Il y a aussi quelque chose qui m'a, étant une fervente lectrice de Thucydide, aimant beaucoup le style de Thucydide en grec ancien, j'ai été et c'est vrai que quand on lit l'Ode à Périclès, on se dit il y a un peu, comment dire, baleine sous caillou, hein. C'est un petit peu trop élogieux pour être honnête. Ça ressemble au discours des politiques. Voilà, chacun. Donc, j'ai beaucoup aimé cette recontextualisation. Et également, un troisième point qui m'a marqué, enfin, parmi tout ce qui m'a marqué dans, dans cet ouvrage, c'est le statut des esclaves, en fait, où il y a finalement énormément d'interdits de maltraitance, pour le dire très rapidement. Et voilà. Et enfin, j'ai envie de rajouter que nous sommes dans une période où la démocratie, elle est liée à un statut du discours. C'est-à-dire que ce 5e siècle, c'est un 5e siècle où les sophistes s'opposent aux philosophes, on va dire ça comme ça, et il y a une argumentation. Et aujourd'hui, puisque vous avez cité le débat interdit, hein, on est dans quelque chose où il n'y a plus de débat, la parole est confisquée, et précisément, elle est confisquée aux mains des sophistes. Et voilà ce que j'avais envie de dire. Et donc, d'où la nécessité de rappeler l'importance de la controverse, l'importance de la confrontation que permettait aussi cette démocratie. Voilà pour ma petite introduction. Ah bah super. Alors, Iota, peut-être à cette étape, c'est déjà intéressant de reparler de Ephialtis, à ne pas confondre avec un autre homonyme, trop souvent confondu d'ailleurs, et qui a eu un rôle totalement différent, puisque c'est lui qui est le porteur des trois pouvoirs en 462, si je me souviens bien, avant Jésus-Christ, et qui vient proposer au peuple d'Athènes une démocratie totale, c'est-à-dire avec les trois pouvoirs. Et là, il y a un petit moment d'hésitation. Alors, est-ce que oui, Iota, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé lorsque Ephialtis est arrivé? Et puis d'abord, qui est Ephialtis? Alors, nous avons deux Ephialtis, évidemment. Nous avons un Ephialtis de Sophonisbe, qui est un personnage qui est un député à l'époque. Et nous avons Ephialtis, dont le totalitarisme dont Ariane parle si souvent. Donc, ce que Ariane appelle totalitarisme, moi je l'appelle oligarchie. Donc, nous avons le second Ephialtis de l'oligarchie qui a été paradoxalement, à des dates, à une dizaine d'années de différence, a été placé là expressément et volontairement pour que l'on oublie le vrai Ephialtis, lequel a quand même fondé tout le mouvement démocratique entièrement, disons, puisque nous avons d'autres fondateurs comme Solon ou Clisthène qui ont donné des routes ou des châssis pour pouvoir obtenir une démocratie. Et donc, nous avons cette confusion qui est très, très grave, mais je ne connais pas de choses que l'oligarchie fait qui ne sont pas graves chez les êtres humains. Et donc, nous avons cette confusion de deux personnages, car le but de l'oligarchie premier est que la population, que les gens ne connaissent pas la véritable démocratie.
Et pourquoi ils font ça? Eh bien, parce que c'est tout simple et c'est politique. C'est une question toute simple. C'est que si la démocratie existe, eh bien, l'oligarchie, elle perd la plupart de ses droits et de ses privilèges, évidemment. Et donc, le jeu politique de l'oligarchie, depuis des millénaires, pas seulement aujourd'hui, est de nous montrer que cette démocratie n'a jamais existé, qu'il y avait des esclaves, qu'il y avait des inégalités, qu'il y avait des impossibilités. Mais malheureusement, voilà, l'information est quand même passée et j'espère qu'à travers mon livre, les gens vont enfin connaître une démocratie que l'on pourra discuter. Voilà, Philippe, je Merci pense beaucoup pour cette savoir. introduction. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, alors, on peut parler des alors, sophistes. oui, on pourrait parler des sophismes, mais je ne voudrais pas entraîner nos auditeurs dans des choses un peu trop techniques. J'ai cru comprendre en écoutant Ariane dans des émissions précédentes qu'elle n'était pas ennemie de choisir ou de se choisir un chef. Parce que de temps en temps, les circonstances font qu'on a besoin d'un chef militaire comme Thémistocle, comme d'autres, grecs ou pas grecs. Et donc, la population réclame un chef, ou réclamerait un chef. Je mets ça au conditionnel. Mais comment faire quand on est justement tourné vers la démocratie pour se choisir un chef sans que ça déborde, sans que ça devienne du bonapartisme, par exemple, pour prendre cet exemple, ou un glissement qui va faire qu'à un moment donné, le chef est tellement bon qu'il va prendre le pouvoir et puis donner ses propres lois et ses propres obligations au peuple, qui redevient esclave de ce fait, qui redevient non plus dans la démocratie, mais dans une gouvernance oligarchique. Comment peut-on concilier, donc la question est la suivante, comment un peuple qui se déclare démocrate peut-il accepter un chef? Quelles seraient les conditions éventuellement? Alors, Philippe, je vais intervenir 2 petites secondes pour rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. Nous, au Conseil national de transition français, canal historique, on essaye d'établir un pont de 2500 ans entre ce qui s'est passé à Athènes et ce qui pourrait se passer aujourd'hui dans notre monde au XXIe siècle. C'est-à-dire comment adapter une véritable démocratie à la situation actuelle. Et c'est vrai que dans une population, il y a toujours des gens qui se révèlent comme des leaders. La différence dans une démocratie, c'est que le leader, il est au service des autres et pas à son propre service de lui-même. Et d'ailleurs, quand on prend l'étymologie du mot ministre, le mot ministère, comme il est dit d'ailleurs dans la religion catholique, ce sont des gens qui normalement devraient être au service du peuple. Et c'est l'inverse qui se produit. Donc justement, c'est là que le débat d'aujourd'hui est intéressant, c'est qu'on peut essayer d'imaginer comment on peut adapter ce qui s'est passé il y a 2500 ans au monde actuel et à des pays comme la France. Bah, tu réponds un petit peu à la place d'Ariane, mais on va la laisser donner son avis. Oui, mais oui, je suis totalement d'accord. Euh, je crois que euh, la question, c'est la question du pouvoir et du contre-pouvoir. C'est-à-dire que on a besoin, à un moment donné, de poser quelles sont les conditions d'exercice du pouvoir et à quoi sert le pouvoir. Et effectivement, est-ce que ça sert à l'intérêt personnel ou est-ce que ça sert à l'intérêt général? Personnellement, je suis musicienne, je suis entourée de musiciens qui sont dans des orchestres et un orchestre ne fonctionne difficilement sans chef d'orchestre. Et ça ne veut pas dire qu'il est plus puissant, qu'il est plus fort ou quoi que ce soit. C'est simplement que sa fonction est de permettre de lier et d'harmoniser, on va dire, l'ensemble du groupe. Donc il y a une mise au service, mais il y a aussi euh, une mise au service d'une harmonie et d'une beauté de l'ensemble. Donc, c'est très loin de la maltraitance, c'est très loin. J'ai écrit il y a très longtemps un livre qui s'appelle Psychopathologie de l'autorité, qui rappelle que l'autorité est l'inverse du harcèlement, de l'autoritarisme, précisément, c'est l'inverse, et que c'est simplement remettre les uns et les autres à leur place. Un enseignant, entre guillemets, c'est un chef, mais c'est un chef qui est là pour aider à autonomiser, pour transmettre et pour avoir le souci de la transmission de la liberté et de certaines autres vertus.
Donc, c'est tout l'inverse d'un enseignant qui viendrait contraindre ou maltraiter ses élèves ou les empêcher d'accéder à l'autonomie. Et donc, je crois que cette question de l'autonomie, la question aussi des contre-pouvoirs, hein, c'est-à-dire que on sait, l'autre fois, je relisais le portrait de Néron par Tacite. Et c'est très intéressant parce que l'historien Tacite dit bien que Néron est la fabrication du groupe qui l'entoure. C'est-à-dire qu'il devient fou, tyrannique, odieux et tout-puissant parce que personne ne lui met des limites. Alors, il a évidemment déjà cette pente glissante et cette tendance, mais personne ne va, à un moment donné, empêcher sa tyrannie. Au contraire, tout le monde va le flatter, le séduire, et ça devient le monstre qu'on connaît. Donc ça, je trouve ça intéressant, c'est-à-dire qu'on est toujours aussi, y compris par rapport à mes recherches sur le harcèlement, sur la question de la responsabilité personnelle, une démocratie et presque tout groupement politique ne peut exister que si les uns et les autres assument leurs responsabilités personnelles. Et ce qui se passe, par exemple, dans la résistance actuelle en France, moi, de mon point de vue, c'est une problématique de ce genre-là. Hein, c'est-à-dire que on ne met pas les limites à différents types de maltraitance et donc on laisse le verre rentrer dans le groupe alors que chacun doit prendre ses responsabilités. Voilà, c'était peut-être pour commencer à discuter hein, Oui, là-dessus. c'est un bel envoi et je vais rebondir sur ce que vous dites. Ariane, effectivement, il y a dans la résistance eh bien toute une série de mouvements contre-résistance, si je puis dire, hein. C'est-à-dire des résistants de la première heure, mais qui effectivement se sont fait retourner, soit par la corruption, soit par des convictions, soit parce qu'ils pensent que leur chef est pas à la hauteur et qu'il va falloir en changer rapidement. Voilà, il y a plusieurs raisons qui font que la résistance devient hétérogène et non plus homogène. Alors effectivement, s'il y a un chef au sommet, comme on a pu l'avoir en France avec un monsieur comme Jean Moulin, qui était effectivement qui était le représentant de l'ensemble des réseaux, donc voilà, et qui était connecté directement avec Charles de Gaulle de l'autre côté de la Manche. Dans ce cas-là, effectivement, la perte du chef, bah, ça a été quelque chose de relativement, même tout à fait dommageable, même s'il avait pris les précautions justement relatives à son éventuelle arrestation et qu'il avait caché les réseaux, etc. Donc voilà, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a une psychopathologie ou une pathologie tout court du résistant qui sait plus très bien à un moment donné vers quel sein se vouer, à quel sein se vouer, quoi. Est-ce que je dois écouter ma conscience? Est-ce que je dois écouter l'intérêt du pays? Quel est l'intérêt supérieur? On me propose de l'argent, mais finalement je le mérite bien parce qu'après tous les efforts que je fais, je vais l'accepter. Donc ma conscience est tranquille, etc., etc. Il y a toute une série comme ça de pérégrinations spirituelles, si je veux dire, ou de l'esprit, de l'âme, hein, voilà, qui font qu'à tout moment, un résistant peut se révéler tout à fait original par rapport à là d'où il vient et où sont restés tous les autres en quelque sorte, hein. Donc il y a une forme effectivement de choses importantes. Je voudrais simplement signaler qu'il nous est arrivé à nous aussi d'être, comme on dit, infiltrés. Quand je dis nous, c'est nous, le CNTFCH, hein, d'être infiltrés par des personnes, soit dont c'était la fonction, voire le métier, car il existe des écoles. Je crois d'ailleurs que vous les avez, Ariane, pointées à un moment donné, ces écoles de formation à la subversion en quelque sorte. Et on a probablement été victime de ça. Je dis probablement parce que les preuves sont toujours difficiles à apporter. Mais une sorte de similitude dans la technique, de similitude dans les approches, de similitude dans les paroles, on fait qu'on a à nous, au CNTFCH, à notre corps défendant, hein, on s'en serait bien passé, mais identifier un certain nombre d'attitudes de faux résistants qui sont infiltrés tout simplement, ou qui sont des agents, il faut dire les choses clairement, hein, c'est-à-dire ils savent pertinemment qu'ils sont pas du côté des résistants, mais de l'autre côté, et qui viennent effectivement nous subvertir d'une manière ou d'une autre. Alors, quelquefois, c'est un peu des glues, on a du mal à s'en dépêtrer, hein. On n'est jamais qu'une association qui se doit d'accepter tous les membres, et une fois qu'ils sont acceptés, c'est difficile de leur dire de s'en aller, hein. C'est un peu compliqué. Par contre, on a le droit de leur dire, on n'est pas tout à fait d'accord avec la manière dont vous apportez les choses. Ça correspond pas du tout à notre cahier des charges, où vous avez dévié, où je veux plus que vous parliez au nom de nous, parce que vous dites des bêtises. Donc voilà, on a été confronté à tout ce genre de problématiques. Et ça, c'est un point important. Alors moi, ce que je voudrais
poser comme question à ce moment-là à Iota, c'est vous dites que enfin tu dis, on va se tutoyer Iota, hein, tu dis que les oligarques ont tout fait pour venir à bout de la démocratie, quoi. Ils ont employé tous les coups les plus tordus, un petit peu à la manière de ce que j'évoquais à l'instant, quoi, hein. Tous les coups sont permis, quoi. Alors, ce que je voudrais comprendre, c'est la trace de ça. Où est-ce que tu trouves la trace de ça? Dans quelles histoires et de quelle façon? Alors Philippe, si tu permets, je voudrais juste revenir un petit peu sur ce qu'Ariane disait juste avant. Oui. Il faut savoir que effectivement, mon livre est un livre qui traite sur la politique, mais la démocratie que je présente dans ce livre n'est pas un parti politique, ne fait pas partie d'une branche de l'oligarchie. Au contraire, c'est un système entier et un système qui est par opposition au système oligarchique. C'est-à-dire que on ne peut pas considérer que la démocratie que je présente dans le livre soit un parti politique. Ça n'a absolument rien à voir. Il faut évidemment, c'est un livre historique, c'est très difficile de le comprendre, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, c'est des systèmes entiers, tous les deux, l'oligarchie, la démocratie, et ils travaillent par opposition l'un par rapport à l'autre. Donc, je dirais que la démocratie est plus une société organisée ainsi, mais n'a pas de représentation politique, parce que la représentation politique en démocratie, elle est interdite. Elle est catégoriquement interdite. On ne peut pas se faire représenter. Et donc, Philippe, pourquoi la démocratie ne fonctionne pas? C'est justement à cause d'une compréhension de vouloir utiliser la démocratie comme l'oligarchie le veut, et bien sûr, elle adore ça, hein, elle a tout fait. Depuis Périclès, elle a tout fait dans l'histoire pour qu'on ne pense de la démocratie que ce n'est qu'un parti politique, une manière d'organisation parmi cette organisation proposée sur la planète. Eh bien non. Malheureusement, ce n'est pas ainsi. Et donc, à partir de là, le débat s'élargit et il faut oublier les partis politiques, surtout les partis démocratiques, politiques, surtout, surtout la République, la démocratie. Je veux dire, c'est devenu un petit peu une salade dans laquelle on ne peut plus, on n'arrive plus à sortir les choses primordiales et essentielles. Je voulais absolument le dire, Philippe, parce que euh, le, le, le livre, justement, c'est là où il fait cette différence, c'est de montrer justement que la démocratie est un système d'organisation sociale, tout simplement, et qui n'a rien à voir avec la politique des oligarques. Alors, tu me demandais tout à l'heure où sont les moments où l'oligarchie nous prouve qu'elle ne, elle ne laissera jamais passer la démocratie, en fait. C'est ça. Elle ne la laissera jamais passer, c'est parce que c'est tout simple. L'oligarchie, en mettant les castes, les différentes castes, en utilisant l'aristocratie, évidemment, pour dire que c'est les aristocrates qui doivent diriger les peuples, eh bien, justement, la démocratie, elle vient expliquer que l'aristocratie ne peut pas exister dans un système démocratique, sauf si elle est complémentaire par rapport à d'autres. Donc, la complémentarité, le sujet qu'on a déjà beaucoup parlé au canal, la complémentarité, c'est très, très important pour pouvoir... et donc, l'oligarchie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va sans arrêt, mais tout le temps, sans arrêt, essayer de bloquer toutes ces choses-là pour que l'on ne soit pas au courant,
que ça nous paraisse même impossible à réaliser. Et donc voilà, et c'est pour ça que je suis contente de parler avec Ariane aujourd'hui, parce que c'est justement l'aspect psychologique et, et l'aspect spirituel et psychologique qui font en sortir pour essayer de comprendre cette démocratie et pour ne pas tomber dans le schéma des partis politiques ou le schéma de l'oligarchie qui a plusieurs armes, évidemment, et qui va même utiliser la démocratie comme une arme. Enfin voilà, je ne vais pas parler trop longtemps, je veux laisser la parole à Ariane, évidemment, mais je pense que... Ariane, vous avez une réponse Ah à ça? oui, moi, j'ai envie de dire que ce 5e siècle, enfin tel que je le perçois, et j'aimerais avoir l'avis de Iota, c'est comme un siècle de génie qui d'ailleurs était dans un contexte très difficile, hein. Il y avait des épidémies, il y avait des guerres civiles, enfin c'était un contexte très compliqué. Mais il y a eu quelque chose de génial à Athènes qui euh, s'illustre par donc l'émergence de la figure de Socrate, euh, mais aussi Hippocrate, enfin voilà, tout ce qui va amener une vision humaine et rationnelle de l'existence où euh, il s'agit de considérer l'altérité. J'ai envie de le résumer comme ça. Et donc, pour moi, l'acharnement sur Socrate, notamment sa figure de Socrate et qui a été exécuté, hein, condamné par l'oligarchie, est tout à fait capital. C'est-à-dire que, et ça va avec la confiscation de la langue, hein, c'est-à-dire que le politique, lui, il a besoin de la démagogie, politique au sens bas et véreux du terme. Il a besoin de la démagogie, il a besoin de séduire dans les discours et il a besoin de soumettre l'autre par le discours. Et pour moi, cet épisode démocratique est lié de façon capitale à la figure de Socrate, c'est-à-dire à la libération de l'esprit par la langue, dans le discours. Et dans la controverse qui dévoile en fait ces fameux sophistes, c'est-à-dire c'est quoi? Pour le dire basiquement, ce sont des manipulateurs dans le langage. Et dès qu'on identifie une manipulation dans la langue, on sait que nous avons changé de territoire, en fait. J'ai presque envie de le dire comme ça, que nous sommes passés dans un territoire de la prédation politique euh, et non plus dans un territoire d'une aspiration à la liberté, qui est aussi une aspiration au même moment à la rationalité, qui est une aspiration à la vérité, à la controverse, au débat, à ces espaces de respiration qui, encore une fois, ont eu lieu dans une Athènes qui était extrêmement éprouvée, voilà, par différents, ce que j'ai mentionné tout à l'heure. Les sophistes, Ariane, ont été aussi manipulés à l'époque. Au départ, les sophistes, justement, c'était ceux qui étaient contre cette hiérarchie. Donc, en se basant sur le philosophe Démocrite, à partir du moment où on a Démocrite qui est le porte-drapeau de la communauté démocratique, eh bien, évidemment, l'oligarchie a utilisé les sophistes et a manipulé les gens à travers le langage. Mais ce n'était pas initialement. Initialement, c'était simplement des philosophes et des professeurs qui étaient contre le système oligarchique. Et donc, on les a un petit peu maltraités. Je viens justement d'écrire un texte sur les sophistes pour essayer de rétablir un petit peu cet état de fait, parce que les sophistes sont un héritage qui a fait que la démocratie s'est étalée sur toute la planète aussi. Donc voilà, je voulais un petit peu faire cette parenthèse, mais je vous laisse de nouveau la parole. Mais du coup, ils se sont fait infiltrer. Voilà, ils se sont Ah. infiltrés. Alors, je veux Exactement. revenir sur une partie du discours d'Ariane. En fait, une question qui peut se poser, c'est est-ce que ce sont les talents et la conjonction de talents exceptionnels qui ont permis la naissance de la démocratie, ou bien est-ce que cette démocratie, grâce à l'intelligence collective, s'est créée justement, comment dire, a créé les talents, quoi, a permis aux talents d'éclore, quoi. Ça va dans quel sens, en fait?
Ah, la question est pour Ariane, je suppose. Ah oui, absolument, oui, oui, à son avis. Oui. J'ai l'impression que c'est concomitant. Je ne sais pas qui de la poule ou de l'œuf, mais ce qui est certain, c'est que euh, on a eu quelques moments dans l'histoire où il y a eu des envolées en fait de l'esprit humain avec des représentations. Et d'ailleurs, pas seulement en termes de travaux intellectuels, mais aussi en termes de travaux artistiques, hein. C'est-à-dire qu'on voit que c'est toujours lié aussi à la beauté. Mais je pense aussi à l'apogée florentine. Enfin, voilà, il y a eu des moments dans l'histoire où nous avons été capables de produire ce qu'il y avait de meilleur chez l'être humain. La caractéristique de ces périodes, c'est qu'elles sont très courtes. Elles sont malheureusement très courtes, mais très marquantes pour le génie humain, c'est-à-dire que nous en avons encore l'héritage, hein. Nous en avons encore l'héritage. Ce sont voilà, des périodes où c'est vraiment ce mot génie qui me vient, c'est-à-dire comme s'il y avait un éclair de l'esprit humain qui va se répandre sur un endroit donné, dans un peuple donné, et qui va produire les meilleurs artistes, les meilleurs philosophes, les meilleurs penseurs, les meilleurs architectes, voilà, et qui va être en, en capacité de les faire advenir. Alors qu'on sait que si on prend l'inverse, notre totalitarisme, eh bien, le totalitarisme, c'est exactement l'inverse. C'est le règne des médiocres, c'est le règne de tous ceux qui ne devraient pas régner, en fait. Voilà, que ça soit d'ailleurs, encore une fois, le règne n'étant pas seulement le pouvoir politique apparent, mais ce qui se passe dans la science, ce qui se passe dans toutes les sphères de la société, à tous les lieux de justement censés être incarnés par des autorités et qui deviennent des lieux de pouvoir corrompus. Donc c'est comme s'il y avait, je suis de plus en plus sensible à ce que le philosophe Hegel a nommé la raison dans l'histoire, mais c'est-à-dire qu'en fait, tout simplement, ce sont des cycles historiques et on voit qu'il y a comme certains moments où il y a un sommet de la montagne qui est fulgurant, et puis ben, après on dégringole. Alors là, par contre, ça dure longtemps. Et avant de rencontrer de nouveau un petit sommet fulgurant. Voilà. Alors Yann, je voudrais intervenir au point de la discussion où nous en sommes pour parler de quelque chose. Dans mon deuxième livre qui s'appelle Pour une vraie liberté clé de notre futur, je parlais de tout ce qui est réseaux horizontaux et je parlais de la chute des pyramides de l'oligarchie. Et je parlais aussi d'une phrase qui a toujours créé des grands problèmes jusqu'à tous les totalitarismes dans le monde. C'est la phrase qui dit que l'intérêt de la collectivité prime sur celui de l'individu. Or, en France, le peuple français est l'héritier de quelque chose qui reste encore enfoui à l'intérieur des consciences, c'est l'héritier de la civilisation celte. Et la civilisation celte, comme l'a écrit Pierre Lance dans ses ouvrages, était une civilisation où l'individu était mis en valeur, que chaque individu pouvait s'exprimer d'une manière souveraine, contrairement aux civilisations d'origine germanique qui ont finalement donné après la suite le nouvel ordre mondial, où finalement on disait qu'il fallait que ce soit la collectivité qui prime sur l'individu. Donc l'individu est écrasé, on arrive au totalitarisme. Eh bien, moi, je pense, et c'est ce qu'on pense, nous, au Conseil national de transition français canal historique, c'est que le peuple français, il suffit de voir, par exemple, Astérix, le peuple français est un peuple qui a toujours, au fond de lui, l'envie de redevenir souverain et que chaque individu puisse créer. Une des preuves, d'ailleurs, c'est que même dans des périodes où l'oligarchie dominait, la France a été l'origine d'énormément d'inventions et d'inventeurs. Beaucoup de choses de notre société actuelle ont été inventées en France, ce qui montre qu'il y a une créativité malgré tout dans ce pays. Ah, Oui. c'est très intéressant. Pardon, je trouve ça très intéressant comme remarque. Alors, pour pallier, si vous permettez, je fais une petite parenthèse, pour pallier aux besoins de chef que toutes les sociétés ressentent, eh bien, la démocratie a une solution pour ça. On peut être chef chacun pendant un mandat d'1 an et on ne peut l'être qu'une fois dans sa vie, ce qui empêche évidemment toute corruption et toute possibilité
de s'installer dans un pouvoir et devenir despotique ou dictateur ou à un moment donné. Donc, en démocratie, on a quand même le plaisir d'être chef pendant 1 an. Oui, Philippe, Alors, oui, exception faite de gens comme je vous Périclès, par exemple, vérifie. qui a pu être chef, comme tu dis, 3 fois 10 ans, quoi, hein, quelque chose comme ça, et qui a fini courbouillon, c'est-à-dire il avait un procès, un mauvais procès qui risquait de l'emmener en prison, et voilà, parce que justement, le peuple avait déposé plainte contre lui, bien Euh, qu'il ait nommé à plusieurs reprises chef, voilà. Périclès est passé 4 fois en procès. Il est passé 4 fois en procès, mais comme il arrivait à maintenir la démocratie et le fonctionnel et la pratique de la démocratie, eh bien, on lui a quand même implanté 27 ans de guerre péloponnésienne aidée des Perses pour pouvoir enfin éliminer du visage de la terre ce système démocratique qui leur faisait perdre tous leurs droits. Et donc, voilà, Périclès est resté là pendant longtemps, mais c'était la volonté du peuple. Et il est resté là parce qu'il était aussi utilisé par l'oligarchie et qu'il arrangeait bien les plans de l'oligarchie et qu'il tempérait surtout. Parce que l'oligarchie, imaginez-vous, si Périclès n'était pas là, l'oligarchie et la population à cette époque-là serait gouvernée par le peuple. Et le peuple, quand il gouverne, eh bien, l'oligarchie perd ses droits à 100%. Il n'y a plus de caste, il n'y a plus de pyramide, il n'y a plus tout ça. Et donc, l'oligarchie a souci sans arrêt et le maintient formidablement à coup de moyens et d'infiltration, comme dit souvent Ariane, parce que je l'ai quand même écouté beaucoup aujourd'hui. Eh bien, elle parvient à mettre 27 ans de guerre pour éliminer tout ça, hein, pour éliminer rien que la démocratie. Donc, vous voyez bien qu'ils mettent toutes les puissances et tous les moyens possibles pour ne jamais laisser les choses en place. Évidemment, Périclès a fait un mandat de 30 ans parce qu'il était démocrate à 100%. D'accord. Donc, en fait, il y a aussi des personnes qui venaient de la noblesse et qui avaient épousé la cause démocrate un petit peu, se sont mis du côté des sans-culottes. Les Euh, oligarques modérés, on les appelle. d'accord. OK. Alors Ah, moi, je voulais avoir l'avis d'Ariane sur si elle a ressenti cet aspect totalitariste dans la partie politique du livre, hein, entendons-nous bien, puisque le livre n'est pas politique, hein, mais si jamais elle a ressenti à un moment donné ou à un autre cet aspect totalitariste. Avant qu'Ariane réponde, simplement, on a bien compris que Iota considérait que le totalitarisme et l'oligarchie, c'est pareil, c'est bijectif, hein, ça marche dans un sens et dans l'autre. Par contre, effectivement, la question se pose, pourquoi est-ce qu'en Grèce antique, on n'a pas vécu le totalitarisme comme on l'a vécu dans les années 30 en Europe? Est-ce que ça peut être lié à des différences technologiques? Je pense notamment à la circulation des ondes qui sont en demeure, en possibilité de rentrer dans l'intimité des gens pour aller parler chez eux, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature, ou bien est-ce que le contexte historique de la démocratie d'Athènes empêchait une logique totalitaire, quoi? Alors là, Si il faut faire une bonne définition du mot que je laisse à je- Ariane. Oui. oui, je crois que euh, le totalitarisme, il est tout de même, et c'est pour ça qu'il bon, il y a 2 points. Il y a un point purement psychologique. Et dans cet aspect, on peut quand même dire qu'il y a eu, et on le voit dans la guerre du Péloponnèse, quand il y a les camps qui se forment dans les guerres civiles, etc., il y a eu des aspects totalitaires.
Maintenant, si on regarde plus la définition philosophique, c'est quand même lié à une masse. Donc, il faut une certaine quantité de gens qu'il n'y avait pas en quantité suffisante à Athènes, puisqu'il s'agit de créer en fait cette masse. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas sûre que le terme soit tout à fait adapté, même si nous avons des aspects totalitaires dans ce que peut décrire notamment Thucydide dans dans les manipulations de la langue, dans les camps qui se divisent, et puis l'impossible neutralité, il faut passer d'un camp à un autre, enfin, etc. Ça, c'est un premier point. Ce que je constate dans le livre, notamment, enfin, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, et je vais simplement le reprendre, hein, c'est dans l'introduction de Iota, qui se termine par aucun être vivant n'est venu sur cette terre avec l'objectif d'être l'esclave d'un autre. Et ça, c'est vraiment extrêmement important, cette aspiration à la liberté. Donc, il y a eu cette aspiration collective à la liberté, et ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est de voir que nous sommes dans un projet d'esclavagisation des peuples, que tous les moyens seront mis en œuvre pour esclavagiser les peuples, et bien entendu, et c'est aussi la raison de ma rébellion actuelle que vous avez dû voir, hein, et bien entendu, dans ce projet à tout prix d'esclavagiser les peuples, il va falloir empêcher toute action collective qui puisse avoir pour aspiration la liberté et de l'ensemble des citoyens. Et le fait qu'ils se fédèrent ensemble pour créer un pouvoir commun de gestion, enfin c'est plus que de la gestion, c'est d'administration de leurs biens, d'administration de l'instruction des enfants, de l'administration dans le bien commun. C'est-à-dire que si l'ensemble du groupe est structuré avec des individus qui n'aspirent pas au pouvoir prédateur, ça se passe très bien, mais on voit que c'est très compliqué puisque que vont faire, je vais reprendre le terme de Iota, les oligarques, ils vont aller identifier les profils un petit peu fragiles qui auraient besoin d'un peu de pouvoir, un peu de reconnaissance, un peu d'argent, etc. Et ils vont les placer comme destructeurs et leaders de ces groupes. Voilà, pour essayer de résumer, mais ce sont toujours les mêmes techniques. Voilà. Oui, c'est toujours les mêmes techniques qui sont appliquées. Et justement, cette répétition devrait nous éveiller. Par exemple, dans le livre, il y a le virus. Hein, il y a un virus qui a été balancé sur Athènes pendant les guerres péloponnésiennes, dont Périclès en est mort. Et donc, on voit que ce schéma-là, comme on a eu les deux années précédentes de la propagation de ce virus, eh bien déjà à l'époque, c'était fait. C'était déjà d'actualité. Donc voilà, l'oligarchie, elle a tendance à se répéter. C'est plutôt les peuples qui ont tendance à dormir de plus en plus au lieu de s'éveiller à l'heure de l'Internet et de toute cette possibilité d'information. Ah, vous nous entendez toujours parce qu'on a quelquefois des coupures. Je suis désolée, j'ai arrêté un peu brusquement. Vous nous entendez toujours, Ariane? Oui, 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 mais je vous entends parfaitement. Voilà. Alors, vous avez eu l'occasion de dire, je crois que vous étiez interviewé par une journaliste et amie à ce moment-là, je ne sais plus son nom, de dire que Thucydide se montrait, donc l'historien de cette période de la démocratie grecque ancienne, euh, était assez pessimiste sur la nature du genre humain et qu'il fallait pas en attendre grand-chose. Et voilà. Et je vous ai entendu également répondre à la fin d'une conférence que vous aviez faite avec Jean-Dominique Michel, me semble-t-il. Une dame s'est levée à la fin et pour vous poser la question suivante, est-ce que vous pouvez nous donner des raisons d'espérer? Et la réponse que vous avez faite était plutôt pessimiste. Alors, est-ce que le pessimisme de vous à cette dame, vis-à-vis de cette dame, et de Thucydide vis-à-vis de ceux qui le lisent,
C'est le même pessimisme où il y en a un qui sert les intérêts de l'oligarchie pour dire que de toute manière, on ne pourra rien changer, ce sera toujours comme ça. Ça, c'est l'intérêt de l'oligarchie. Et le vôtre, dans lequel je vois effectivement une sorte de désespoir et qu'on aurait voulu gommer avec vous, parce qu'on a vraiment l'intention au sein du CNTFCH de faire avancer ces procédures de démocratie sans commentaire. Il y a pas une démocratie à la manière d'eux, il y a une démocratie ou pas de démocratie, on l'a bien compris. Cet optimisme pourrait revenir si on repartait du bon pied, évidemment, avec les conditions, je dirais, qui soient réunies pour ça, évidemment. Là, on est pas dans l'utopie, mais on est dans la projection d'un monde nouveau, d'un monde meilleur. Où en êtes-vous avec le pessimisme, Ariane? Je suis de tempérament pessimiste, de toute façon par nature. Mais en fait, vous allez voir, c'est un optimisme. C'est pour avoir des bonnes surprises. Hein. J'ai balisé tout. Voilà, je suis sûre. Voilà, c'est-à-dire que malheureusement, la vie m'a montré les faces les plus noires de la nature humaine. Et pour revenir à ce que nous vivons actuellement, j'ai rarement vu un marécage aussi marécageux que l'opposition actuelle au totalitarisme en France. Hein, donc, c'est pour dire, et pourtant, j'en ai vu des marécages. Simplement, je pense que c'est possible, bien sûr, mais cela suppose des individus qui ont pris leurs responsabilités. Cela veut dire quoi? Notamment dans les responsabilités, ça veut dire une très grande lucidité sur la nature humaine. Si on a une très grande lucidité sur la nature humaine, on ne peut plus se faire manipuler par le premier venu. Il faut une intégrité sans faille et une très grande lucidité sur la nature humaine pour constituer une sorte de conseil de garant qui, à mon avis, doit être collectif parce que les uns et les autres, nous pouvons tous avoir une tendance, à un moment donné, une pente glissante et il faut que il y ait cet équilibre que m'apporte l'autre dans la contradiction, hein, qu'il m'apporte justement dans cette controverse, dans cette contradiction. Ce n'est pas qu'il m'empêche de parler, mais c'est qu'il me renvoie à mes propres limites dans mon discours et tout ceci me paraît fondamental. La controverse, le débat de gens honnêtes, intègres, mais aussi très lucides sur la nature humaine, si effectivement on a pour refonder quelque chose de collectif, ces différentes vertus, ça me paraît possible. Mais ce qui me paraît compliqué, c'est de trouver aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, ils existent, hein, j'en connais, mais c'est quand même très rare de trouver des individus qui sont prêts à se sacrifier tout de même pour le bien commun. C'est parce que c'est une dimension sacrificielle, surtout on sait très bien qu'à partir du moment où on a un discours d'intégrité aujourd'hui, ce qu'on se prend comme représailles de la part du pouvoir en face qui ne veut surtout pas cette fédération. Moi, c'est très simple. Depuis 2020, j'essaye d'unir, j'essaye de créer des cohésions. Et c'est très simple, à chaque fois que les cohésions marchent, derrière, je reçois des représailles de dingue. Donc, c'est très simple. Toute l'affaire que je dénonce en ce moment a commencé après quand? Après le colloque à Lisbonne que j'ai organisé et qui a été invisibilisé, censuré, etc. et qui faisait venir différents experts de différents horizons qui parlaient ensemble de la corruption et de la fraude. Et on m'a même dit, à l'époque, j'ai reçu un petit coup de fil, et que je ne devais pas parler de corruption et de fraude. Il fallait bannir ces mots-là. Et donc, j'ai demandé à la personne de quoi elle parlait donc, si elle ne parlait pas de corruption et de fraude. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quelque chose qui doit être absolument étouffé dès qu'on arrive dans des cohésions collectives. Et le problème, c'est donc trouver ces personnes intègres et sans faille qui ne vont pas se laisser entraîner, soit par des pressions, soit par de l'intimidation, soit par de l'argent, soit par tous les outils de la manipulation que maîtrisent depuis des siècles, donc la nuit des temps, les prédateurs qui sont au pouvoir et entendent le conserver pour pouvoir commettre leurs crimes d'ailleurs. Voilà. Ariane, moi je pense une chose, je pense que les choses se passent toujours en deux étapes. Chaque fois que la civilisation a évolué,
chaque fois qu'on est passé à un saut quantique vers quelque chose de meilleur, ça a toujours commencé par une crise. Ça a toujours commencé par quelque chose d'assez négatif parce qu'il faut que les gens se réveillent. Et donc, pour que les gens se réveillent, il faut que malheureusement, ils subissent des choses désagréables. Mais à partir du moment où ils se réveillent suffisamment, à partir de là, d'un seul coup, les choses peuvent basculer dans le bon sens. La liberté, eh bien, c'est ce qui nous rassemble. C'est d'ailleurs la présence d'Ariane ce soir et de Yota et de Philippe, de Bruno et de vous également aussi. Nous aurons le plaisir de vous retrouver avec la France Libre d'ici quelques jours. Je voudrais d'abord quand même remercier notre invité du soir, Ariane, qui a prononcé des mots exceptionnels comme engagement, rébellion, tout cela bien dans le but de la liberté, ce qui est vraiment quelque chose de formidable. Merci beaucoup Ariane. Merci Yota, merci Bruno, merci Philippe, merci à vous également. Rendez-vous dans 2 jours, mercredi, pour la France Libre, une émission du CNTF-CH. Bonne soirée. France, réveille-toi. À présent, imagine. Fini les mensonges, la tyrannie et les violations de nos droits. Et si la porte de la cage nous était grande ouverte? Ensemble, imaginons que le peuple français gouverne lui-même les affaires de la nation, et non plus l'oligarchie politicienne corrompue d'une 5e République sans existence constitutionnelle, notamment depuis 2008 et la violation du référendum de 2005. Imaginons que des Français volontaires, libres et tirés au sort, exercent la souveraineté nationale par l'intelligence collective en gouvernant au sein de commissions départementales et nationales. Imaginons que notre peuple souverain est enfin libéré de la tutelle des technocrates bruxellois non élus et de l'OTAN. Imaginons que désormais, chaque Français dispose, en plus de son salaire, d'une ressource vitale de base, RVB, de 1 500 € minimum, lui permettant de vivre décemment, d'utiliser pleinement son pouvoir créateur et de se porter volontaire s'il le souhaite pour participer à la gouvernance de la nation. Imaginons que l'impôt jusqu'à un seuil élevé de nos revenus a disparu, particuliers et entreprises, et qu'il ne dépasse plus 15% au-delà. Imaginons que le ciel bleu, les rivières, la mer et la terre de notre France sont redevenus limpides et purs. Imaginons que nous profitons tous d'une bonne santé jusqu'à un âge avancé, en prévenant toute maladie grâce à une médecine ouverte aux techniques alternatives et non plus soumise à la domination du tout médicament. Imaginons que chaque Français est autonome et produit toute l'énergie dont il a besoin, dans un habitat spacieux, confortable et favorable à l'harmonie de son foyer. Imaginons que notre pays est indépendant en énergie, en industrie, en agriculture, en réseau numérique et que les médias offrent une information exacte. Imaginons que tous nos enfants bénéficient d'une instruction loyale et de savoirs authentiques, dans le respect de l'histoire et de la liberté de penser, à l'école publique ou privée ou à la maison. Imaginons une vraie justice indépendante et contrôlée par les citoyens, une administration enfin simplifiée et des gardiens de la paix au service du peuple et non plus au service de gouvernants autocrates. Imaginons que la garantie de nos droits fondamentaux est enfin assurée dans le respect des principes de la Déclaration des droits de 1789. Imaginons que tout ceci est réalisé selon un programme déjà entièrement élaboré et budgétisé pour une transition pacifique de 2 à 3 ans. Imaginons que l'heure du changement de cette transition vers un nouveau paradigme a enfin sonné. Imaginons que les Français auront décidé d'accepter et de mettre en œuvre ensemble les moyens de leur liberté ainsi offerts par le Conseil national de transition Canal historique. Imaginons que cette transition aura permis au peuple de préparer, rédiger et adopter lui-même sa nouvelle constitution. Imaginons que la France et son peuple auront alors enfin retrouvé grandeur, fierté, liberté, indépendance, souveraineté et prospérité. Imaginons même que le monde entier vit désormais dans la paix, la joie, l'amour et la liberté. Françaises, Français, ensemble, relevons-nous. Peuple, paix, justice,